spécial carrément explosé. Le stade a explosé. Au fond des filets. Dans le haut de la boîte à pain. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'édition du 2 mars. Le printemps s'en vient, mon gars. Plein axe, 2 mars, Frédéric Laure avec vous en compagnie d'Olivier Brett. Frédéric Laure, descripteur des matchs sur les ondes de Apple TV. Olivier Brett qui fait exactement la même chose pour le compte de RDS. Puis, tant pour moi que pour toi, ça n'a pas été facile, ces deux premiers matchs-là. Non. Mais aujourd'hui, au menu, on va parler naturellement de cette défaite-là du CF Montréal et de la crise. Je ne sais pas si on peut déjà, ou c'est un terme galvaudé, si on peut parler de crise. On va parler des prochains adversaires, justement, du bleu-blanc-noir, les Red Bulls de New York, pour qui ça va sacrément bien en 2 matchs. Alors, on va aussi parler d'une nouvelle trame narrative, un nouveau storyline pour l'équipe canadienne de soccer. En fait, pas nouvelle, mais qui s'exacerbe au fil des temps. Mais aujourd'hui, on commence et on répond à cette question-là. À qui la responsabilité chez le CF Montréal aussi? Parce que, en même temps, Oli, j'avais plein d'autres... J'ai passé mon dimanche à essayer de faire plein d'autres affaires, entre autres. Dans la vie, là? Ou... Connais-tu Angine de poitrine? C'est un band, ça? Ouais. C'est le nouveau buzz. C'est tout ce que je sais. C'est comme si un guitariste de métal qui tripait sur Voivode à Chicoutimi avait décidé de faire un band à mi-chemin entre les White Stripes puis Frank Zappa un peu. Top. C'est le nouveau buzz. Moi, j'arrive en retard. Là. Toi, tu me dis ça parce que tu as commencé à les écouter hier? En fin de semaine. T'es allé les voir? Non, j'ai commencé à les écouter en fin de semaine. Je suis en retard. Toi, quand tu fais ça, mettons, tout le monde a la consigne à la maison de genre, dérange pas papa, Non, jamais, mais je suis dans mon bureau parce que je devais travailler un peu, parce que je suis un homme consciencieux. Puis je mets beaucoup de musique à la maison aussi. Fait que voilà, j'ai mis ça. C'était-tu bon? C'est top. C'est vraiment très top. Ouais. Tu verras. Je t'enverrai le lien si vous ne connaissez pas Angine de poitrine. D'ailleurs, je pense qu'on va les mettre... Je vais juste le dire parce que, ils sont pop, puis les mettre dans le thumbnail du départ. Ah, OK. Parce que c'est... ils ont... Puis je te dis, c'est ça. On va chercher leur crowd, dans le fond. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils sont pas... non seulement je fais décrire des styles musicaux, mais ils ont des costumes aussi. Eux autres, à cheval entre les White Stripes puis Zappa, nous autres, on est à cheval entre quoi? Je te laisse-tu la semaine pour y penser, puis tu me reviens avec ça? Ouais. J'ai besoin d'un brainstorming un peu, tout ça. Ah, puis j'ai aussi appris que... Écoute, je veux vraiment éviter ce qui se passe présentement avec le CF Montréal. J'ai appris, savais-tu ça? C'est vraiment intéressant. Un long podcast sur l'Ozempic, entre autres, là, la molécule qui est du futur extraordinaire. Un podcast sur l'Ozempic. Mais savais-tu que le mot vaccin vient du latin vaccinus, qui veut dire vache? Parce que, dans les années 1800, fin 1796, ne me cite pas sur la date, il y a un médecin, plus ou moins éthique, qui a checké, il a dit « Ouais, les vaches, quand ils ont la variole de la vache, ils se le donnent entre eux autres, puis ils n'ont plus la variole de la vache. » Fait qu'il a pris la variole de la vache, puis il a sacré ça dans un petit garçon qui avait la variole, qui était beaucoup plus... qui décimait beaucoup les populations à l'époque. Ça a donné, du moins c'est à l'origine, aux racines du vaccin. Donc, le vaccin, notamment Pasteur, a suggéré qu'on appelle un vaccin. En fait, qu'on nomme ça, le vaccin. Ça vient de vache. Fait que c'est la variole de la vache a donné le mot vaccin. C'est Steve, sur sa ferme laitière, là, dans le fond, là, qui a décidé que... Non, c'était un médecin qui a fait ça, le Dr. Jenner. Hey, il faut-tu que le CF Montréal soit poche en début de saison pour que tu te rabattes pour là-dessus? éviter, mon gars. Hey, non, mais c'est parce que sur Twitter, il y a des gens qui nous ont interpellés. Là, j'espère que vous ne serez pas trop mou. Là, j'espère. Faut dire pourquoi il n'y a personne qui met... Les partisans veulent du sang, mon gars. Ben, les partisans veulent du sang. Écoute, autour de ce club-là, je suis désolé. Sur Twitter. La haute direction a déjà voulu du sang 10 jours après avoir été premier dans l'Est. OK? On ne reviendra pas sur cet épisode-là, là, mais on ne va pas mettre une étiquette aux supporters d'un club qui a souvent été comme ça lui-même. Mais je les comprends d'être échaudés. Ah ouais, c'était parce que échaudé, puis je veux dire... Le seul truc, c'est... Venez pas nous dire comment faire notre job. Là. On est assez grand pour être capable de voir que c'était nul, ce match-là. Non. À un moment donné, les 2 premiers matchs sont nuls. Les travers que tu vois, c'est les travers de l'année passée. C'est inquiétant. Penses-tu qu'on le sait pas? Parce qu'en réfléchissant, en travaillant sur ce podcast-ci, puis ce que j'allais dire...
les gens sont échaudés, je comprends. Je pense la réaction que les gens ont sont plus échaudés que d'habitude. Dans des moments où ça a mal été pour le CF Montréal, Aussi, entre autres, à aussitôt cause ça. de ce que tu dis, puis depuis le début, toi aussi, c'est de la lettre. Je pense que par rapport à la lettre, les attentes ont été grimpées. Il y a une façon, il y a un statement qui a été fait par la direction, puis dans une certaine mesure, on a pris nos responsabilités, mais inversement, on a monté les attentes aussi, qui sont pas remplies en ce moment. Sais-tu quoi, ça me rappelle... Sais-tu ce que ça m'a rappelé? Boy. Puis tu me connais, puis on en a souvent parlé, mais je sais pas si ta mémoire va... Un album des Fugees? Non. Ça me rappelle... En fait, un des plus grands points de bascule de l'histoire du bleu-blanc-noir, à mon avis, là où il y a une cassure, il y a eu un avant et un après, c'est-à-dire que beaucoup de partisans sont devenus ironiques, sont devenus sarcastiques par rapport au CF Montréal, c'est à la fin de l'ère Rémi Garde. À ce moment-là, il y a une tranche de partisans, à mon avis, qui était plus capable d'en prendre. On avait promis que il n'y aura plus Mauro Biello. Puis c'est M. Saputo lui-même qui avait mis la barre très très haute en disant non, c'est fini les gars. Là. On veut un gars qui a gagné. Mauro Biello ici, là, non, on va... Un gars qui a gagné, qui a de l'expérience en Europe. C'était un entraîneur désigné même exact. à l'époque. On avait mis beaucoup d'argent dans le staff technique. On avait changé les bureaux. On avait payé aussi beaucoup d'argent pour changer les bureaux. On avait offert des joueurs aussi à Rémi Garde. Juste pour... Puis quand Rémi Garde est parti, où ça avait été catastrophique pendant 2 ans, puis ça avait... Écoutez, une couple de fois, on s'est mis du Windex dans les yeux après les matchs de l'équipe du Bleu-Blanc-Noir sous Rémi Garde. Il y a quelque chose qui s'est cassé, puis les partisans sont devenus cyniques. Juste pour mettre les gens en contexte, parce que tu parles, tu sais, c'est un peu champ gauche si on le met pas, ce contexte-là, de payer pour les bureaux puis tout ça. C'est vraiment important parce que ça avait été un irritant au moment où on a vraiment sorti le chéquier pour des affaires comme faire des travaux à la caserne au centre Nutrilait, parce que l'année d'avant, t'avais pas 2 dissous à frotter ensemble. Là. Le staff de Biello voulait de l'argent pour des joueurs, voulait de l'argent pour de la préparation en Floride. T'avais rien. Puis là, tout d'un coup, quand le staff de Rémi Garde est arrivé, les fat bikes pour aller faire une sortie en Floride, c'était disponible. Il y avait pas de... C'est comme si tout d'un coup, là, parce que c'était Rémi Garde et son staff, on pouvait dépenser ce qu'on n'était pas prêt à dépenser l'année d'avant. Puis c'est là où il y avait eu une grande frustration. Parce que au final, puis je sais pas, puis je suis tout à fait d'accord avec toi, je sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais au final, quand tu vois que tu donnes les moyens à quelqu'un qui arrive de l'extérieur, quand tu les as pas donnés à une légende du club qui t'avait amené à quelques minutes d'une finale de MLS Cup, qu'on est encore convaincu aujourd'hui qu'on gagnait si on s'y rendait là, en 2016. Le plus gros ici de l'histoire du CF Montréal. Ben, c'est là où les gens ont fait, là, il y a quelque chose. Quand tu parles de déconnexion, je pense que c'est là. Puis je sais pas si c'est conscient ou pas, mais tu as raison que c'est un point de bascule. On nous avait promis d'embrayer, de plus structurer, des gens qui connaissent vraiment ça en Rémi Garde. Les gens sont devenus cyniques. C'est à qui la responsabilité? C'est ça le thème de l'émission? Marco Donadel, après le match, l'a pris sur lui pour ce match-là. En disant... Qu'est-ce que ça vaut? Parce que, à ce moment-ci, c'est pas des paroles. Pas juste de Donadel, hein, de tout le monde. Non, mais t'aurais pu choisir de mettre ça sur le dos de fautes techniques à répétition, de gars... Tu sais, Jalen Neal a été une catastrophe. Je suis le plus grand fan de Jalen Neal. Il a été une catastrophe, là. Morales, t'as fait des passes des fois, tu te dis, coudonc, tu t'en vas où avec ça? Noah Streit, il commence, là, mais il a pas été particulièrement bon quand il est rentré. Il y a un paquet de passes qui étaient d'un patin, en arrière, à côté, dans les estrades. T'aurais pu choisir, puis je pense que ça aurait été une erreur monumentale de faire ça, parce que là, t'aurais complètement... Si tu essaies de fédérer ton vestiaire, puis je pense que Marco Donadel, au bout de 2 matchs seulement, t'es rendu là, il faut que tu t'assures de garder un vestiaire solidaire. Ça aurait été sacré une bombe nucléaire de faire ça. Donc, je pense que dans les circonstances, quand il dit, j'aurais pu mieux outiller mes joueurs à attaquer cette fin de match-là. Moi, il y a une affaire que je vois, puis tu peux pas le savoir avant que ça commence, c'est Ivan Jaime. Si tu sais que tu te fais expulser, en face, ils se font expulser un joueur avec une demi-heure ou quelque chose du genre à faire, tu le veux à la fin. Tu le veux pas jusque-là pour qu'au moment où tu as besoin de lui, entre les lignes, proche de la surface adverse, finalement, tu l'as pas parce qu'il est rendu mort puis il faut que tu le sortes. Ah, tu sais quoi? C'est exactement avant le match, je discutais avec Vincent Détouche, puis il disait ça, on parlait de Jaime, puis lui, il savait, était persuadé qu'il commençait, puis il disait, c'est ça la question, là, parce qu'on l'a entendu toute la semaine de Nadal, il commence tout ou il finit. Puis tant qu'à faire... Je vais prendre 60...
avant le match, là, on va prendre 60 minutes de Jaime plutôt que 35 minutes, mettons. Moi, le seul truc, puis il n'y a pas eu d'incidence finalement, il fait froid, il n'a pas joué de l'année encore, tu sais pas combien de temps il y a, puis regarde ce qui est arrivé. Moi, ça m'a inquiété quand il y a eu l'expulsion parce que je me suis dit, on faisait le match avec Vendré. Tu le garder 90 minutes. Ben c'est ça, tu tires-tu sur l'élastique, puis là, ça te pète en pleine face. Et heureusement, je pense que, et je sais pas à quel point il y a eu une négociation sur la ligne de touche entre Donadel puis son staff médical, mais je pense pas que c'était une mauvaise décision. Mais a posteriori, tu te dis, t'aurais aimé ça flipper le scénario parce que je pense qu'il y aurait eu un impact beaucoup plus grand sur le match en rentrant comme remplaçant en fin de rencontre. Mais après 2 matchs comme ça, je sais pas à qui la responsabilité, puis peut-être notre réflexion va nous mener à identifier quelque chose. Mais demeure la pression sur une personne en ce moment particulièrement parce qu'il est au bat. Moi, je suis inquiet pour Donadel, tu sais. T'es inquiet pour son futur ou t'es inquiet non, mais pour, je suis inquiet. Non, pas pour son règne. futur parce que. Puis peu m'importe, puis je suis même pas dans cette réflexion-là. Je suis un peu dans la réflexion par rapport au podcast en disant, on a, au courant de la passée, on s'est posé la question nombre de fois, tu gardes-tu Donadel ou pas? Puis on a dit, gardons-le. Ouais. Parce que je veux pas me dissocier. Moi, j'ai dit... Non. Même chose. Puis moi, j'ai toujours dit, un gars de la maison qui connaît la place, tu vas me sortir quoi comme alternative? Mais j'ai 4 points où j'ai une tonne d'inquiétude. Commence par le deuxième. Ben, il y a eu un incident. OK, pour de vrai? Oui. Mon deuxième, il y a eu un incident pendant le match. Je pense que vous ne l'avez pas vu à la télé. Ça n'a pas été montré dans les diffusions. Je sais que ceux qui écoutaient à Apple, je ne veux pas, mais ils l'ont entendu. Vers la fin du match, juste avant le deuxième but de Chicago, Morales était monté aux avant-postes et après ça, il est revenu. C'est fait piquer par une guêpe, hein, tu savais-tu? C'est sérieux? Non. Mais il est juste parti à courir. Il est revenu, puis là, il y a un replacement qui devait se faire. Je sais pas trop, là. Ouais. Mais en fait, je ne sais pas parce que moi non plus, de l'extérieur, je comprends pas, puis de l'intérieur, ils comprennent pas plus. Donadel hurlait après, entre autres, Morales et Craig sur le bord du banc. Il leur hurlait après, essayait de les replacer, pointait des choses en leur disant « Faites ça, les épais! » C'était sa façon. Le feeling, là. Ouais. Puis puis son urgence, là. Puis les gars le comprenaient pas, puis à un moment donné, il y avait une tuque, on l'a vu, il a pris sa tuque, il l'a sacré par terre, il te l'a... Excuse, je sais que c'est la semaine de relâche, puis il y a peut-être des enfants qui nous écoutent. Bouchez vos oreilles. Il t'a calissé la tuque par terre. Puis je prends ce mot-là parce que c'était violent. Puis à l'autre bout, t'avais Morales puis Brandon Craig comme des emojis avec les bras sur le côté en disant « Qu'est-ce que tu me dis? Je comprends pas. C'est pas un symptôme, ça. Quand est-ce que tu vois ça, ce genre d'interaction-là? Il y avait tellement de stress puis d'incompréhension qu'il y a même 3 personnes, des joueurs puis des assistants-entraîneurs qui se sont levés pour essayer de traduire le message en même temps. Il y avait une panique générale. Ça a mené au deuxième but. Personne ne savait quoi faire, puis personne ne se comprenait. Ben, en fait, l'inquiétude, c'est plus... Tu sais, puis on veut pas rentrer dans trop de détails pointus tactiques, là, mais quand on parle de principe de jeu, là, c'est là où ça embarque. Tu changes des pions, mais les autres pions comprennent que dans telle circonstance, ça prend un gars qui, par exemple, équilibre derrière. Ça nous prend au minimum 2 gars s'il y a un adversaire. Il faut que tu sois en surnombre. Tu sais, peu importe, là, d'une équipe à l'autre, ça peut changer. De toute évidence, ces principes-là ont été soit oubliés ou pas bien compris. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ta préparation, elle a été 7 semaines de temps. Tu sais, la semaine passée, tu as joué contre San Diego, là, qui avait la semaine d'avant contre San Diego, qui avait 2 matchs de compétition joués déjà, OK, face à Pumas en Ils ont battu Saint-Louis aussi. En Coupe des Champions. Oui, mais je te parle avant la rencontre face au CF Montréal. Mais eux, ça a été 29 jours, je pense, leur préparation. San Diego? Oui. Puis c'est vrai que tu pars sur des bases beaucoup plus intéressantes de 2025 à San Diego, tu as été premier de l'Ouest, etc. Ça, je peux comprendre. Mais tu as quand même juste eu 29 jours. C'est 4 semaines. C'est quasiment la moitié de la préparation du CF Montréal. Tu bats Pumas, tu marches sur le CF Montréal, puis tu bats Saint-Louis.
Tu sais, moi, c'est ça qui est inquiétant, que tu sois à ce point-là loin de te comprendre dans un moment aussi important que ça. Là, on pourra pas aller plus loin. Tu l'as fait, toi, mais il faut que je m'ouvre une Carlsberg. Oui. Probablement la bière la plus recommandée pour probablement les lendemains de veille du CF Montréal. Mais ce que tu viens de dire... Attends une minute, je vais inverser aussi. Je pense que je vais prendre une gorgée à chaque fois que je vais faire un point. Mon troisième point, ça touche à mon troisième point. La préparation puis les principes de jeu. Faut-tu expliquer c'est quoi un principe de jeu pour les gens qui nous écoutent? C'est ça que je viens de faire. Là, Non, mais ouais, mais c'est ça. C'est quand tu te retrouves face à une situation, prends ta décision. T'as pas besoin de personne pour te prendre la main. Mais tu sais ce qu'on veut, c'est Exact. ça. Si quelqu'un t'écœure, un principe, ça peut être soit tourne la joue, va-t'en, ou coller une volée. Mais je suis pas obligé de te dire comment ça écrit une volée. Ça, c'est toi qui prends une décision. Tu donnes ça un coup de poing, un coup d'un chenol, un coup de pied. C'est toi qui décides. Toi, tu tournais pas l'autre joue pour avoir toutes ces alternatives. Écoute, non, mais... non, au contraire. J'étudiais les autres équipes. À la deuxième année, puis c'était, moi, un des principes qui a mené à appuyer le retour de Marco Donadel. Mm-hmm. Il y a un an, il a pris l'équipe là, au 6e match de la saison. Ouais. Comment ça se fait qu'à l'an 2, tu pars pas avec un avantage? Moi, je voulais pas perdre le temps. C'était du temps perdu si tu le remplaçais dans l'entre-saison. Comment ça se fait que les gars, comme Morales, parce que je regardais le 11, il y en a plein, t'as assez de gars pour avoir une armature, pour respecter des principes que tu devrais avoir bâtis pendant un an. Puis pas juste, Fred, 7 semaines de camp d'entraînement, c'est long. C'est long. Même pour les nouveaux, là, pour les Dagour, pour les... Comment ça se fait que ces principes de jeu-là sont pas en place? Regarde, on va parler des Red Bulls tout à l'heure. Michael Bradley, qui était dans l'équipe de jeunes, a fait monter ces gars d'équipe de jeunes pour justement avoir des principes, puis que les gens comprennent rapidement ce qu'il veut sur le terrain. Wilfred Nancy est allé chercher Rudy Camacho en fin de saison en disant « Hey, j'ai inculqué mes principes de jeu, mais ça me prendrait quelqu'un sur le terrain qui me connaît déjà, qui a travaillé déjà avec moi au moins 1 ou 2 ans. On va aller chercher Camacho. Ça va accélérer ce principe-là. » Comment ça se fait que les gars sur le terrain sont perdus à ce point-là après 1 an de Marco Donadel? Ça devrait être, en début de saison, je pense, un avantage pour le bleu, blanc, noir par rapport à plein d'autres équipes qui ont des nouveaux entraîneurs. Prends Yoann Damet, là. Il arrive à Saint-Louis. Saint-Louis jouait vraiment pas comme ça. Saint-Louis était plus proche de Philadelphie que de Columbus. Puis dans le spectre de la MLS, j'y vais le bancalement, mais dans le spectre du jeu, là, t'as Philadelphie d'un bout, puis t'as Columbus à l'autre bout, à peu près. Yoann Damet, il arrive dans une équipe qui joue un peu plus comme Philadelphie. Ça clique. C'est pas l'équipe de feu de Dieu, là, mais c'est une équipe qui est cohérente sur le terrain et qui fonctionne, qui a des principes de jeu. Il y a peut-être une partie de la réponse, puis là, je te prends vraiment flat-foot, j'irai voir. Sinon, il a changé combien de joueurs de son 11 de départ, Yoann Damet, du premier au deuxième match? Parce que moi, ça, c'est un truc là, où, juste pour répondre en partie à ta question, moi, je pense qu'à un moment donné, tu te retrouves, puis là, ça devient pas juste une affaire de Marco Donadel, ça devient une affaire de club aussi. C'est le danger de pas avoir... Est-ce que tu te demandes qui va commencer en attaque face aux Red Bulls? Non. Bon. Parce que c'est clair, il y a une hiérarchie. Il n'y a personne qui est au-dessus de Prince Owusu. Trouve-moi un autre poste là, à ce stade-ci où tu es convaincu, pas de ton opinion à toi, là, mais de ce que Marco Donadel va mettre sur le terrain. Tous les postes peuvent changer. Il y a 4 changements qui ont été faits. 4 changements aussi du côté de Chicago, mais c'était tous des gars qui revenaient de blessures, qui n'étaient pas disponibles au premier match, que tu as perdu. Je comprends que tu fais des changements. Si tu es constamment... Le pressing que Donadel, il demande, qui était plus sporadique, puis c'est pas négatif, là, face au Fire, tu sentais qu'ils choisissaient un petit peu plus leur moment que face à San Diego, où c'était all-in. Pourtant, Chicago a eu de la misère avec un pressing haut contre Houston. En deuxième mi-temps, puis c'était une des inquiétudes. On a eu l'occasion de parler avec Greg Berhalter, puis il savait là, que si Montréal lui faisait ce que Houston a fait en deuxième mi-temps du premier match, quand il menait 1-0, puis finalement, ils finissent par perdre 2-1, il pouvait être dans le trouble. Mais là où je vais en venir, juste pour finir sur les gars, ce pressing-là, puis juste la construction, t'en as pas de superstar. Ivan Jaime a joué, il n'a pas été extraordinaire, tu vois des flashs, là, mais t'es encore loin, pour moi, d'être convaincant
à ton 1000% vous allez m'acheter cette année, cet été. Ça a pris 20 minutes avant de le trouver, par contre, Ivan Reimer. Mais on est d'accord. Cut him some loose, some slack. Oui, mais... Non, mais j'ai pas de problème avec ça, mais dans les faits, tu sais-tu plus si tu signes un chèque de 5,5 millions un matin? Moi, c'est juste ça. Mais si tu changes Jaime, autour, garde les choses le plus stable possible. Là, j'ai l'impression qu'encore la semaine prochaine, tu peux changer 4 gars, mais tu n'en trouveras jamais des automatismes. À la limite, puis là, tu peux voir vers à moitié plein, voir à moitié vide. Mets des gars, vas-y avec le même 11, celui que dans ta tête. Là, j'ai l'impression que j'avais le même discours l'an dernier. J'avais certainement le même discours à la fin de la saison 2024 avec Laurent Courtois, puis il a fini par choisir sa défense. Souviens-toi, George Campbell, il a arrêté de niaiser avec ça. Il a mis Duke, il a mis Clark, il a mis Joseph Martinez, puis qu'est-ce qui est arrivé? À un moment donné, ils ont eu des automatismes, des repères, puis ils se sont mis à gagner en fin de saison, chose qu'ils n'avaient pas fait de l'année. Là, pour les 3 prochains matchs, choisis jusqu'à la trêve internationale fin mars, choisis tes gars, puis vas-y avec eux, quasi systématiquement. Il va arriver une de 2 affaires. Tu as des gars qui vont se révéler, tu en as d'autres qui vont s'éliminer. Puis ceux qui s'éliminent, tu les laisseras de côté s'ils donnent 2 ou 3 matchs mauvais ou qui ne respectent pas les principes. Mais là, c'est à chaque fois que tu changes, tu recommences sans arrêt. Puis je veux pas faire de ça un dossier Samuel Piette, mais c'est là où Piette, il t'aide. Il se plante, lui, il t'apporte une certitude. Tu sais qu'il va pas te marquer un but, tu sais qu'il n'y aura probablement pas de passe décisive, mais il laisse les autres jouer, chose qu'au milieu de terrain, tu n'as pas en ce moment. Par rapport à ce que tu dis, je vais faire l'argument puis le contre-argument. Premièrement, il y a 3 équipes qui ont utilisé 20 joueurs cette année en MLS, en 2 matchs, OK? Il faut en prendre avec des pincettes. Non! Philadelphie, Nouvelle-Angleterre, puis Montréal. OK. C'est les 3 équipes qui ont utilisé le plus de joueurs en 2 matchs. C'est quoi la fiche combinée de ces 3 équipes-là? Les Revs ont fait quoi au premier match? Ils ont perdu 1-0 en fin de semaine. C'est quoi la fiche combinée de Philadelphie, Nouvelle-Angleterre, Philadelphie depuis le début de l'année? Une victoire en 6 matchs. 0-6. Ouais, c'est ça. Puis il y a plein d'études, puis il y a quelques années, il y a une étude qui disait Arsenal... une des raisons pourquoi ça fonctionnait aussi, entre autres, là, c'était... plus tu réussis à avoir de la stabilité dans ton effectif. Ouais. Jim Curtin nous disait que plus que 2,5 changements, c'est-à-dire 3 changements et plus d'un match à l'autre, tu étais assuré de perdre aussi. Le contre-argument, c'est que il a changé des affaires, mais c'est pas Guboglo Hidalgo. Il a pas changé 1000 affaires nécessairement. Puis c'est pas Neil qui est obligé de prendre la place d'Avilés. Puis c'est pas Longstaff qui prend la place de Piette, à mon avis, qui doit changer à ce point-là tout ça. Moi, ce qui me dérange le plus chez Marco Donadel, puis je pense que tu vas être d'accord parce qu'on en a parlé déjà, c'est cette propension à faire jouer des joueurs hors position. Carmona. On en a parlé avec Jaime, puis l'espèce de tension au figuré, là, du moins, qui existe entre les propos de Lucas Saputo sur Jaime, c'est un ailier gauche, puis entre ce qu'il dit, lui, en disant c'est un 10. On l'a recruté comme ailier gauche, puis maintenant, c'est un 10. Oublions pas qu'on en a recruté un. Moi, je le vois 10, par contre, Jaime. On est d'accord. Je suis correct avec ça. Brian Vera, pourquoi à gauche? On est très, très, très heureux, on vous le dit souvent, de vous avoir à l'écoute, mais on veut aussi vous avoir à l'écoute dans l'Extra. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné, chaosport.tv, abonnez-vous à l'Extra pour non seulement avoir accès à plus de contenu de plein axe, mais aussi pour avoir accès à des concours, des tirages exclusifs parce qu'on a plein de goodies pour vous. Chaosport avec un S, un peu comme les bières qu'il y a ici en ce moment, .tv. Ça fait 3 ans qu'il est défenseur central à Real Salt Lake. Parce que Petrasso... Puis c'est sûr que ça fait hybride après ça. Puis c'est sûr que le contre-argument pour ça, c'est en disant que c'est pas tant un latéral gauche. Thoralson, même chose. Il a peut-être joué là, chez eux il y a de ça 5 ans, à l'allié gauche. Puis oui, il a du talent, mais tant qu'à ça, pourquoi t'es allé... Pourquoi? Wiki Carmona. Carmona qui a fait descendre d'un cran. En même temps, c'est les circonstances, je suis prêt, mais ça, c'est un peu fatigant. C'est dans les circonstances, mais encore, et je pense que c'est important de donner du contexte. Carmona est plus haut sur le terrain, il est rentré plus bas aussi, juste pour dire aux gens. Oui, mais juste pour recadrer ça dans une conversation qu'on a eue avant le match, puis je pense que ça aurait été une conversation pertinente que le CF Montréal gagne, perde ou fasse match nul. On a parlé de Noah Streit et Wiki Carmona qui ont des aptitudes physiques que Marco Donadel apprécie beaucoup. Puis pour lui, ça a ouvert une possibilité à les faire jouer dans un rôle différent. Peut-être je pense que la présence de Carmona dans un poste plus reculé
est peut-être un exemple de ça. On verra dans le futur. Mais c'est là où, à un moment donné, ton depth chart, il est all over the place. Moi, je serais curieux là, de faire « Go, Lucas Saputo, fais-moi ton depth chart, puis Marco Donadel, fais-moi ton depth chart pour les 3 prochains matchs, mettons. » C'est là où ça devient... C'est un atout potentiel, parce que tu as de la polyvalence, mais qui peut te semer un doute monstre qui fait en sorte que tu n'as jamais de stabilité parce que tu es toujours en train de tweaker. Tu as raison que Matty Longstaff, pour Samuel Piette, ça ne devrait pas révolutionner le... Oui et non. Tu sais, en même temps, tu as des petits... T'as des intangibles. Jalen Neal qui rentre, t'as raison. Là. C'est une Rolls-Royce, Jalen Neal, mais Jalen Neal a été mauvais dans ce match-là. Il a été mauvais de chez mauvais. Ça aurait peut-être pas été le cas s'il rentrait comme remplaçant au dernier match. Mais comme au dernier match. Ils ont tous été mauvais aussi. Non, mais Jalen Neal a été particulièrement mauvais. Particulièrement aussi. Là. Ouais. C'est parce que ce gars-là arrive, puis il pilait sur les pieds, puis presque littéralement de ses coéquipiers. Il savait-tu où aller? Il savait-tu quoi faire? Tu sais, un principe de jeu pour un attaquant, on en disait, c'est bon, entre autres, pour les très mauvais attaquants. Tu disais à ton gros attaquant à l'époque, à MLS en 2012, prends le premier poteau, là, pose-toi pas de questions. Là. Quand le ballon est dans le dernier tiers, là, tu cours vers le premier poteau, puis mets ta tête ou ton pied si le ballon passe par là. Tu sais. Noah Streit, il était perdu. Puis, parce que tu parles de ce depth chart-là, ça serait pas si mal si, visiblement, les principes de jeu étaient plus engagé, tu sais. On reprend Wilfried Nancy. À Columbus, là, Arfsten était rendu à gauche ou Zawadzki, défenseur central. Ça bougeait au bout. Ah ouais. Morera bougeait aussi de place en place. On parlait-tu de depth chart là-bas? Non, parce que les principes de jeu étaient là. Non. Attends, là, tu confonds où il se retrouve sur le terrain, puis le poste... Non, je sais. Mais il y avait des postes. Gens... Arfsten a joué à plusieurs places. Il bougeait, les gars, un peu plus. Ouais, peut-être. Non, peut-être. OK, peut-être. Peut-être. Moi, je pense Mon point, c'est que... T'as raison avec le depth chart parce que tu renchéris sur ce que je dis. Mm-hmm. Mais je rajoute une couche en même temps. Est-ce que c'est vraiment le depth chart le problème ou les principes de jeu sont-ils... ça se peut, mais regarde, j'ai pas la réponse parce que je suis pas dans le vestiaire, puis le seul moyen, c'est d'être dans des séances vidéo, d'être sur le terrain d'entraînement, puis au bout de 2 semaines, tu fais... Non, là, à un moment donné, c'est pas de la faute du coach, c'est les gars qui ont rien compris ou les gars qui sont pas capables d'exécuter. Ou, à l'inverse, un peu comme on était arrivé avec Hernan Losada il y a quelques années, qui commence le camp d'entraînement avec une séance. Pas de principe, pas rien. Là. Il a pas expliqué, hey, puis tu sais, il arrivait quand même après Wilfried Nancy. Ah ouais. Tu sais, puis Losada débarque, puis go, on commence la séance d'entraînement. Puis les gars ont jamais compris ce qu'ils étaient supposés de faire de l'année. Ça va jusqu'à la fin de... C'était où? C'était à Atlanta quand Sam Piette, il sort puis il dit, ben on sait pas ce qu'on est supposé de faire. On est mêlés, puis en face, on est-tu dans ce cas de figure-là? Je peux pas croire. Tu sais, je peux pas croire parce que je reviens... Puis c'est drôle parce qu'on va ramener la vibe dont on se méfiait pas pendant le camp d'entraînement, mais on disait, c'est super... Mais en même temps, ce que tu as besoin de faire, c'est de donner un produit sur le terrain qui montre que tu as évolué depuis l'an dernier. Parce que c'est ça que Lucas Saputo demande, de la progression. On s'entend qu'en ce moment, là, tu fais au gros mieux du surplace. Mais si tout le monde est aussi confus qu'ils ont l'air sur le terrain, puis là, on va voir éventuellement la semaine prochaine, j'espère qu'il n'y aura pas d'expulsion d'un bord ou de l'autre, puis on verra un match à 11 tout le long. On peut-tu avoir un semblant de fil conducteur? Parce que c'est ça le narratif encore. Ah, ben il y a eu l'expulsion, puis là, on n'a pas su gérer un 5-3-1. On n'a pas été capable, on ne s'est pas préparé. Hey, ils font ça depuis U12, là. Il dit, on passe pas ses côtés. Voyons, Olivier. Quand Morales était en avant, je ne sais pas d'ailleurs, il semblerait qu'il est allé de son propre chef, de la façon dont on parle. Bref, s'il y a Rios, Morales puis Prince Owusu, puis tu n'as pas réussi à envoyer un centre dans la surface de réparation... Ça par contre, je suis tellement d'accord avec toi. Passer ses côtés, là. Voyons, les enfants font ça. Mais moi, ce que je comprends pas, puis là, c'est une question de soccer moderne. Parce que ça arrive en Champions League en Europe, ça. Des équipes qui courent après un score, qui ont un joueur en plus, qui envoient les gros gabarits. Tu sais, mettons Toronto qui envoie Walker Zimmerman jouer en attaque là, pour les 10 dernières minutes. Qu'est-ce qu'on attend? Les équipes sont meilleures en transition, sont bonnes maintenant en 2-3 passes pour te faire mal si t'es déséquilibré. Je comprends. Mettez le ballon dans la surface. Ouais. On attend quoi? Puis c'est pas juste un truc de CF Montréal en fin de semaine. Là. C'est interminable. J'ai fait des matchs l'année passée de Toronto. Là. Passe à droite, passe à gauche, passe à droite. Hey,
kick and run. Là. Une fois de temps en temps, là, tu garoches ça en avant, tu croises les doigts, Hail Mary, puis t'espères semer le chaos dans la défense adverse. Mais qui va envoyer ce signal-là? Tu sais, je posais la question à Vendré, moi, en fin de semaine, quand on faisait le match. T'es dans le 11. Tu tournes vers qui? Parce que dans le temps de Vendré, là, c'était facile. Tu avais Bernier, tu avais Piatti, tu avais Marco Di Vaio, tu avais Drogba, évidemment. Là, tu as Prince Owusu, qui a quand même quelque chose à dire. Moi, j'ai aimé sa conférence de presse d'après-match. Là. Il semblait genre se comporter comme un gars qui est clairement un leader de cette équipe-là cette année. En même temps, pas jouer un gros match, Prince Owusu non plus. Ouais, mais tu lui donnes quoi? Non. Mais en Je veux fait, dire, c'est une personne... Ils ont 0,13 buts projetés. Finis ton point, là, parce que... Mais moi, tu tournes vers qui? C'est là la stabilité. Ouais. C'est là la stabilité dans le 11. Au moins les mêmes visages. Puis là, tu te regardes, tu te dis, hey, Peut-être. tu te rappelles la semaine passée, ça virait en couille quand ça passait sur le côté gauche. Ils peuvent le faire quand même. C'est pas Guboglo qui a fait déjouer cette équipe-là, tu sais. Mon point, écoute, c'était peut-être... C'est toi qui me dis ça aussi. Le match technique le plus dégueulasse qu'on ait jamais vu du CF Montréal. Ben moi, j'ai de la Première misère à me mi-temps, rappeler. le pourcentage de passes réussies, ça doit être en bas de 50%. J'exagère, mais... Non, il était à 73. J'ai regardé. Mais 73, mais c'était une catastrophe. Il y là. a 90% de ces 73%-là que c'est des passes entre défenseurs, probablement. Ça se peut. Puis c'est pas le terrain, là. Sont-tu- Lâchez-moi le terrain. Sont-tu fatigués? Ben, ça, c'est Parce l'autre que ça truc fait que j'ai 2 pas... mois qu'ils sont sur la route. Les entraînements sont là avec intensité. Peut-être. Sont-tu déjà tannés? Parce que ça se peut pas... C'est pas une question d'effort, moi, je pense. Écoute, ça serait une question d'effort dans les 2 premiers matchs de la saison. Non, puis tout le monde était super hypé. On les a vus au camp d'entraînement. Tout le monde avait hâte que ça commence, là. Comment ça se fait que tu déjoues comme ça? Puis c'est pas des incapables, parce que là, il y a des gens qui vont dire « Oh, on n'a pas l'effectif à Montréal si on compare au reste de la Ligue. » Je m'excuse, là. Oui, c'est peut-être en termes, sur papier, là, en termes d'effectifs, c'est peut-être, on est dans le dernier tiers probablement avec Montréal. Probablement, puis ça se mesure aussi au niveau de l'argent puis des salaires aussi, de la masse salariale. Mais tu regardes, là, on pourrait comparer encore aux Red Bulls, là, qui est l'anomalie pour l'instant, mais tu regardes à plein d'autres équipes, là. Si tu avais à choisir entre l'effectif, justement, des Red Bulls, ou même on parle de Saint-Louis, là. Saint-Louis n'est pas des années-lumière au-dessus de l'effectif du CF Montréal, particulièrement avec Jaime puis Owusu dans l'effectif, avec Morales puis Jalen Neal derrière, qui sont 2 bons jeunes joueurs. On les a vus déjà, là. Thoralson, c'est un sacré joueur. Comment ça se fait que ces gars-là déjouent à ce point-là? Ils se sont-ils fait gueuler après le premier match? Toute la gang? Je sais que ça a revolé. Mais écoute, Ça veut c'est dire- normal. C'est peut-être... Est-ce que c'est... Je pense que c'est l'entraîneur. Avant d'aller rencontrer les journalistes, ça a revolé. Ce qui a pris à peu près 45 minutes là, au premier match. Au premier match. Parce Au que- deuxième match, moi aussi, je connais des commentateurs qui ont attendu dans l'autobus longtemps. Ah ouais? T'es saluera de ma part. Moi, Ils font bien pitié. Ah ouais. Tu poses cette question-là. Ça dépasse mes connaissances, mais en termes de préparation physique, as-tu trop poussé pendant trop longtemps pendant le camp d'entraînement? Ça, on ne veut pas avoir la réponse. Mais ça peut être... Mais- C'est un facteur qui est à considérer. On revient, puis là, quand je parle d'inquiétude, puis ça nous ramène aux 4 points que je dois faire par rapport à Donadel. Si c'est ça, fait partie du leadership, de savoir gérer. Puis peut-être que, justement, on va retrouver le deuxième souffle, où, justement, le pic va remonter, puis physiquement, il va être meilleur. Parce que- Ça fait partie des hypothèses. Avant le match contre Chicago, Ouais. Marco Donadel a souligné le fait que face à San Diego, il a remarqué à quel point son équipe était, puis là je paraphrase, à court physiquement pour être capable de faire ce qu'il voulait. Ça, c'est un bout où j'ai été un petit peu surpris parce qu'à court physiquement, après toute cette préparation-là, l'intensité que tu as mis, C'est quelque chose sur lequel il a insisté beaucoup. mais là, je veux dire, ça va prendre quoi? Faut-tu prendre le vaccin de Steve, la ferme laitière? Là? Vaccinus? Tu sais, fait que ça peut être... Une vache dans le vestiaire. Ça peut être la charge de travail, ça peut être les principes qui sont pas clairs, ou ça peut être les changements qui sont trop nombreux d'un match à l'autre, puis ça crée de la confusion à savoir c'est qui dans la hiérarchie là, qui va se retrouver sur le terrain puis qui décide de partir avec le flambeau. Ça, moi, je te dirais que c'est
les réponses possibles. J'ai 2 autres points par rapport à Donadel d'inquiétude. J'ai parlé de commençant cette 2e année, les principes ne nous permettent pas de commencer l'année de façon plus rondement. Cet incident-là à Chicago qu'il y a eu pendant le match où on se comprend pas, puis il y a de la frustration, puis il y a de la tension extrême sur le banc, alors que tu es supposé d'être surtout à 11 contre 10, un peu plus quand même en contrôle. Le discours, tu en as parlé un peu, discours un peu déconnecté. De plus en plus, j'entends des affaires dans son discours, parce que tu as parlé de sa communication d'après-match. En avant-match, là, je pense pas trahir un... Parce qu'il y a aussi des choses que j'ai entendues dans le point de presse avec tous les journalistes, mais avec les diffuseurs, c'est supposé être un huis clos. Écoute, il nous a dit, je pense qu'il l'a dit aussi avec les journalistes, il dit, j'ai regardé le match, j'ai l'impression que dans les 50 premières minutes face à San Diego, ils ont fait plus d'erreurs que nous. Par moment, je me dis, wow! À un moment donné, tu te construis, il y a une construction là, qui ne fonctionne pas, là. Ben, Parce que je comprends, j'en ai vécu des entraîneurs qui disaient, hey, on a des stats, on est rentré dans la surface un nombre de fois, on n'est pas chanceux, les buts projetés, nos marqueurs de progression sont ouverts. On perd, mais attendez, ça s'en vient, ou attendez, je pense qu'on fait la bonne chose, on est sur la bonne track. Lui, contre San Diego, il nous dit, ouais, San Diego a quand même fait pas mal d'erreurs contre nous, on était on était capable de jouer contre eux. Mais si tu as 60% de possession, c'est pas normal que tu fasses au final d'erreurs. plus d'erreurs. Non, mais Probablement que tu plus avec le ballon. Plus d'erreurs devant le but. Puis, tu sais, c'est ça, là, des fois, ça peut se perdre lost in translation, mais t'as les erreurs. Puis moi, ce dont tu parles comme marqueur, là, c'est intéressant parce que ça, c'est un côté que j'apprécie de Marco Donadel depuis son arrivée. Il te sort souvent des statistiques qui révèlent un peu révèlent beaucoup, en fait, ce sur quoi il porte son attention, puis ce sur quoi il met son énergie. Tu sais, des passes vers l'avant, des passes qui brisent les lignes. Mais au final, tu as quand même le plus faible expected goals l'an dernier en MLS. Tu es à 0,13 buts projetés cette semaine. Tu es à 0,53 buts projetés sur 2 matchs. La moyenne de la MLS, c'est au-dessus de 10. Tu as cadré 4 tirs en fin de semaine. Tu as 4 tirs depuis le début de la saison. La moyenne en MLS, c'est 10. Tu sais qui a les deux joueurs avec le plus de expected goals dans le dernier match, les buts projetés contre Chicago? En fait, c'est ça. Ça va être le quiz de la journée. Es-tu capable de me nommer les 2 meneurs au niveau des buts projetés contre Chicago? Tu seras jamais capable de les avoir, mon gars. Ben, Brandon Craig, ça doit être 1. 1? Ouais, c'est bon. 1. Oui, il a pris un coup franc. 0.06. Il a pris un coup franc. Ouais. Puis l'autre? L'autre, ça doit être Brian Vera. Jalen Neal. Une passe ratée qui a fait D'après les stats de la MLS, les 2 premiers au chapitre des buts projetés contre Chicago, c'est Craig et Jalen. Mais tu sais quoi? Ça, c'est intéressant parce que je trouve que cette manière-là de construire, puis c'est le mot, je pense, que tu as utilisé tantôt, là, de construire ta vision, ça a du positif, puis à un moment donné, ça devient un mirage. Parce que c'est comme construire l'équipe, puis ça revient à la lettre dont tu parlais tout à l'heure. Moi, là, que tu choisisses de regarder les jeunes, que tu choisisses de regarder le progrès de joueurs formés au club ou que tu es allé chercher des gars à qui tu as ajouté de la valeur comme Dante Seeley, Caden Clark, presque par défaut, là, mais tu l'as revendu cher puis tu l'as eu pour une... C'est super. Puis je crois à ça. Moi, ça me parle. Je suis issu de la formation. J'aime ça. Mais il ne faut pas que tu oublies les indicateurs ultimes qui sont... Le score. Tu as gagné combien de matchs? Ta fiche. T'as-tu fait les playoffs? Ça devient ça aussi parce que Marco Donadel, quand il sort ces stats-là, moi, je trouve ça intéressant d'un point de vue coaching, analyse. Je trouve ça super. Mais au final, il n'y a rien. Il n'y a rien en attaque. Tu as moins 8 de différentiel. Tu as 0.53. Tantôt, j'ai dit 10. Là, c'est 0.53. C'est au-dessus de 3 en moyenne de expected goals. À travers la Ligue, tu es à 1000 de campagne des statistiques importantes. Si je ne me trompe pas, c'est à 87e qui ont cadré leur premier tir. C'est fait expulser quand, le gars?
57e, un truc comme ça? Oui, 60e dans ma tête, mais Hey, c'est même avant. premier tir cadré, là, c'est un tir Non, ça a pas de sens. Pee-wee à la 87e. C'est un tir de 35 mètres, genre. C'est là où, à un moment donné, puis je sais, là, on parle de 2 matchs complètement différents, là, puis je suis pas en train de faire porter des mots à Donadel qu'il n'y a pas eu après le match. Mais le bottom line, ça devient ça. Ça devient, es-tu capable de bien faire ce qu'il faut faire pour gagner des matchs en MLS puis faire ce que tu as promis aux partisans? Seul bémol que je ferai, parce que j'entends la direction dire on n'a peut-être pas promis ça pour le début de saison, on avait dit que ça prendrait plusieurs fenêtres des transferts. OK, mais là, as-tu l'impression d'avoir avancé? Tu as l'impression d'être à la même place? C'est ça qui fait peur, puis en même Dans temps, les mêmes on pourrait appeler au CAM en disant c'est les deux premiers matchs, puis je pense qu'il faudrait... Mais c'est les mêmes problèmes, Fred. Ouais, c'est les mêmes problèmes. Puis des coups de pied arrêtés, la défense, pas d'attaque. Tu sais quoi, j'ai pensé à toi aussi parce que je t'ai dit la semaine dernière, calme-toi, c'est juste le premier match, tu parlais des phases arrêtées. Calme-toi. Je te le dis, si j'avais eu 5 cents à chaque fois que je t'ai dit calme-toi. Les Red Bulls, ils ont marqué comment face aux Revs? Non, c'est ça. Non, mais les phases arrêtées, je trouvais... j'étais comme, non, là, ils ont été mauvais, mais ça arrive. Ils ont encore été très mauvais. Il y a des gars qui se sont retrouvés tout seuls, puis je me suis dit peut-être qu'il y a une vraie tendance. Puis je te dis ça parce que dans les points sur l'inquiétude que j'ai de Donadel, tu sais, je me dédouane souvent ou je me récuse en disant, écoutez, je suis pas un entraîneur, j'ai pas la notion tu prends tes précautions, là, tactique et technique que vous avez, puis je suis pas un professionnel justement du soccer en ce sens-là, du moins d'un coach, là, pour vous challenger sur votre tactique, sur vos principes de jeu, faites-vous vraiment bien votre travail. Mais en même temps, dans mon position, faut que j'ai des baromètres, faut que je sois en mesure de dire, hey, cet entraîneur-là, il est bon, cet entraîneur-là, il est moins bon aussi. Un de ces facteurs-là, au fil des 15 ans que j'ai fait de MLS jusqu'ici, c'est les phases arrêtées. Les phases arrêtées de mon expérience personnelle, puis je suis pas le seul, sont très influencées par le coaching, de bonne et mauvaise façon. Jesse Marsh, aux Red Bulls de New York, travaillait, puis c'est dans l'ADN de l'équipe, travaillait les coups de pied arrêtés ad nauseam, puis ils étaient toujours parmi les meilleures équipes sur coups de pied arrêtés. Ils allaient chercher une marge qui leur permettait d'aller chercher des points grâce à ces situations de jeu-là. Wilfred Nancy, à l'autre bout du spectre d'ailleurs, donc, lui, il s'en sacrait des coups de pied arrêtés. Il s'entraînait un peu, mais la statistique des coups de pied arrêtés, il ne pouvait pas s'en sacrer plus que ça, qu'autre chose aussi. Là, on est dans un entre-deux où les coups de pied arrêtés, pour l'instant, encore, ça fait 2-3 ans qu'on l'a souligné, puis même la direction l'a souligné, les 2 premiers matchs, j'ai trouvé ça inquiétant, puis je me suis dit, là, c'est plus un problème de personnel, là, parce que t'as Morales, t'as Owusu, t'as Vera qui peut jouer, t'as Jalen Neal, t'as du monde, là. T'as des grandes tours qui sont capables de mettre la tête sur le ballon, puis t'as Thomas Julier, techniquement, qui a une bonne détente. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Les coups de pied arrêtés, c'est supposé, en temps normal, être une opportunité de gain marginal. Tu sais, ça peut être quelque chose qui départage 2 équipes qui sont à talent égal. Là. Toutes choses étant égales, c'est le gain marginal qui... débloquer un match. Te faire gagner une finale ou... Il n'y a rien de marginal avec le CF Montréal. Là. C'est un aspect du jeu qui peut te plomber total. Puis à l'inverse, c'est un aspect du jeu où tu n'es jamais dangereux. Hey, 2 buts marqués sur coup de pied arrêté, sur corner l'an dernier. Mais pour une équipe qui n'a pas la superstar qui est capable de faire la différence sur le terrain... Bien aussi, je te dirais. Juste pour finir là-dessus, la superstar, là, ton Nacho Piatti, ton Drogba à qui tu peux donner le ballon en cours de jeu puis qui peut renverser un match à lui seul, tu ne l'as pas. C'est correct. Tu vas avoir à travailler plus fort collectivement, mais tu peux peut-être arriver au même résultat. Mais quand tu n'as pas cette star-là, ta capacité sur coup de pied arrêté, elle devient tellement plus importante parce qu'un but marqué, sachant que tu ne l'as pas, ton gars là, qui va t'en marquer 15, 17, 22, ces coups de pied arrêtés-là valent un pesant d'or qui n'a pas la même cote d'or que des matchs, que des buts dans d'autres circonstances. Moi, ça me fait halluciner. Puis en passant, Nicolas Gagnon, là. Oui. Allô? Ben, Jesse Marsh, des coups de pied arrêtés. Ancien du club, spécialiste des coups de pied arrêtés. Il est en Arabie Saoudite en ce moment. Jesse Marsh l'a amené avec l'équipe nationale canadienne. Il a travaillé avec Southampton en Premier League. Voyons, on fait quoi, là? C'est parce que tu parles de superstar. Je sais pas si je voudrais je veux bien, juste là, m'assurer que aussi ça. Même si tu avais Piatti,
dans cette équipe-là, regarde, Wilfried Nancy, là, il a le luxe de dire, un peu comme le FC Barcelone, je vais dérouter mon argument moi-même. Il dit, on est tellement bon en possession, c'est tellement ça qu'on fait qu'on passe pas de temps sur le coup de pied arrêté. Nous autres, on joue au ballon. C'est comme ça qu'on va marquer, puis c'est comme ça qu'on va gagner. Puis tu sais, on a vedette ou pas, on perd pas de temps. Nous autres, notre spécialité, c'est ça qu'on fait bien. Non, Nancy, il y a rien qui fait bien en ce moment au bleu-blanc-noir. Fait que t'as pas le luxe de dire les coups de pied arrêtés, laisse faire, c'est correct. Non, mais c'est même pas ça. C'est que il faut que ce soit un devoir, une mission, parce que ça va te couler. Ça va te couler par les buts que tu marques pas ou ça va te couler par les buts que tu encaisses. C'est déjà arrivé là, depuis le début de la saison. On a-tu fini? Non, moi, deux petits points vite. Samuel Piette, on l'a déjà dit, mais c'est encore même chose que Bernier. Hein? Il y a un entraîneur, trouve qu'il vieillit, on suranalyse, on dit « off ». Puis il y a des fans qui sont d'accord avec ça. Encore la même poutine. Ben oui. Puis la même poutine, Piette puis Bernier, même poutine. Puis alors que c'est des gars qui coûtent pas cher, qui sont du cru, qui sont de la place, puis qui se défenestraient pour ce club-là. On se dit, waf, on va s'en passer. Le seul truc, moi, qui me chicote, j'avais accepté, moi, que Mauro Biello soit remplacé, pas comment ça s'est fait, mais soit remplacé par Rémi Garde, parce que c'était des pommes et des oranges. OK? Sur papier. C'est un gars qui arrivait de l'Europe, avait joué à Arsenal, coaché pendant 2 minutes, là, mais en Premier League, puis il débarquait ici. Puis là, on considérait, comme tu disais, c'est un coach désigné. Fait que, il n'y avait pas de comparaison entre Mauro Biello, qui n'avait rien connu d'autre que l'Impact, et un gars comme Rémi Garde. Moi, je suis un fan de Matty Longstaff. J'ai beaucoup d'admiration pour Victor Loturi, mais t'es-tu à 1 mille de campagne au-dessus de la tête de Samuel Piette? Moi, c'est ça le truc. Puis surtout dans une équipe qui est super fébrile, qui est volatile, il me semble que tu as besoin là, d'ajuster ton pH, puis c'est lui qui va te permettre de le faire. Puis là, je veux vraiment pas... Parce que j'ai l'impression que quand on critique Samuel Piette, c'est pas parce qu'on préfère les autres qui sont à leur place, à sa place, c'est juste parce qu'on trouve que Samuel Piette, soit il y a de la charité, ou il est pas si bon que ça, ou ça dégaine... Puis j'ai pas de problème qu'on donne des matchs à Longstaff, pas de problème qu'on donne des matchs à Loturi. C'est 2 joueurs, je le répète, que j'apprécie. Mais tu vas trancher comment? Tu vas-tu switcher tout au long de la saison? C'est pour ça que je te dis, ça devient un choix à un moment donné. Vas-y juste avec quelque chose de plus stable. Puis moi, je pense que quand tu vois ce que... T'en as encaissé 8 en 3 matchs, dont 2 quand tu étais à 10. T'as pas besoin de Samuel Piette devant une défense. Il y a une couple de duels aussi en milieu de terrain là, pour conserver le ballon. En première mi-temps, là, je peux vous trouver 2 ou 3 séquences où, entre autres, Loturi se fait déposséder du ballon. Piette les garde, ces ballons-là. Puis il fait peut-être la passe derrière. Là. Puis il couvre pas autant de terrain que Loturi, on est d'accord là-dessus. Mais en même temps, Montréal passe 20 secondes de plus avec le ballon au pied. Puis t'as besoin de quoi en ce moment? Hey. C'est ça. Dernière note que j'ai avant de passer ailleurs en MLS. J'ai marqué Thomas Gillier, good, mais c'est peut-être le syndrome Ron Tugnut. C'est quoi? C'est quand tu reçois 70 tirs, là. Ouais. C'est n'importe quoi. Quand le Canada joue contre les Lettons au hockey, quand le Canada joue contre le Japon, là, le goaler de l'autre bord, il était cœurant. Il a beau mesurer 5 et 8, là, mais il fait des arrêts puis il a de l'air au-dessus de sa tête. Je veux juste dire ça. Gillier, il a tellement eu de choses. Il a tellement eu d'occasions devant lui qu'il était appelé à se surpasser. Oui, je veux pas cracher dans la soupe parce que Gillier, c'est peut-être le seul élément positif. Il a fait un sacré arrêt aussi à un moment donné de la main gauche. Une sacrée parade en fin de match. Sorties. Plusieurs sorties. Il se fait expulser 1 ou 2 fois cette année, lui. C'est 1, c'est sûr. Ouais. Il se rend-tu à 2? Moi, ça ne sera pas sûr. Mais de la façon, en même temps. Ça défend en ce moment, là. Moi, je serais allé avec un dropkick sur Haile Selassie, ça ne m'aurait pas surpris. Quoi, c'est au début du match, là, mais tu comprends, les gars. Ah ouais. Il y a à se surpasser, mais ça n'a pas d'allure à quel point il y a à se surpasser. C'est ça que je veux dire que dans le syndrome Ron Tugnut. Tugnut, c'était un sacré... C'est Jordan Pickford à Sunderland. Il avait été phénoménal, mais c'est sûr, Sunderland s'est fait reléguer. Lui, ça lui a donné une place en équipe nationale anglaise. Ouais. Ça lui a donné une place à Everton. Mais s'il n'avait pas été dans une équipe aussi nulle, il n'aurait jamais fait de surface comme ça, Jordan Pickford, à l'époque. Ben, c'est ça. Ron Tugnut, il était top, mais
Il en laissait quand même passer 5 par match parce que c'était au volume aussi. Ouais, mais il en arrêtait 67. 58. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, puis en même temps, plus tu es sollicité, plus tu en fais. Ailleurs, en MLS, on en parle depuis tout à l'heure. C'est le quelque prochain chose. match, là. Écoute, c'est contre Lex Luthor. Michael Bradley. Ça, d'ailleurs, ce sont des bons ennemis pour le CF Montréal. Red Bulls? Michael Bradley. Jekyll Marshall-Rutty? En passant, c'est ça, on parle d'effectifs, là. Il gagne avec Jekyll Marshall-Rutty. Hey, ici, à Montréal, il y a 3 gars devant lui. Guboglo, Bougaï puis Hidalgo. Lui, il joue right back. Il n'est pas meilleur, là. Ben, il a sauvé un ballon sans ligne. Oui, il a sauvé un ballon sans ligne, mais il n'est pas meilleur qu'il 1-0. était ici, là. Il ne s'est pas révélé. Il fait juste rentrer dans une équipe où ça il est pas meilleur. fonctionne. Peut-être qu'il est plus mis en valeur parce que sa job est plus claire. Ça, c'est là que je veux en venir. Okay. Parce qu'il n'a pas changé. Là. Michael Bradley, il n'a pas appris le ballon en 3 semaines en disant « Hey, mon gars, tu sais, là, tu t'ouvres ton pied, tu kicks. Kick pas avec le bout, là. » Moi, là où ça va être intéressant, parce que on l'entend moins que l'an dernier, parce que factuellement, cette équipe-là est un peu plus vieille, mais on a encore les gars n'ont pas tant d'expérience que ça. Ils ont peut-être pas assez souvent vécu une situation où ils ont un gars en plus pendant une demi-heure en fin de match sur la route. Là, je parle du CF Montréal. OK. Mais puis t'aimes les contre-arguments. Le contre-argument, c'est les Red Bulls de New York qui, au premier match de la saison, à Orlando, sa route, font démarrer pour la première fois de l'histoire de la MLS 3 gars de 18 ans et moins, dont un de 16. Un de 17, un de 16. Hey, en parlant de ça, là, Michael Bradley, quand il s'est dit qu'il est arrivé, là, moi, mes principes de jeu, moi, mes gars, là... c'est pas lui qui décide déjà en partant, c'est Red Bull la maison, non, je sais, encore mieux. Mais je suis pas Moting, là. Sur Il est sur le banc. Pour un gars de 17 ans. Oh ouais, qui est bon correct. C'est toujours bien un gars de 17 ans. Mais c'est un gars de 17 ans. Mais le gars, là, dans une situation, il dit « Je suis un entraîneur recru, je veux avoir de la stabilité. » Plutôt qu'envoyer 8 gars de 36 ans sur le terrain, il s'est dit « Non. Moi, mon petit gars de 17 ans que je connais, là, puis il me connaît aussi, il sait ce que je veux, envoyer sur le terrain. » OK, mais là... c'est 2 matchs aussi. On verra, on s'en reparlera des Red Bulls en fin de saison. On est d'accord, mais tu les vois s'en aller dans le mur? Je veux dire, au pire, ils ont raté les séries la saison dernière pour la première fois en 15 ans, si je me trompe pas. 43 points. Puis là, tu reviens, puis tu as le courage de faire ça. Il faut que tu crois en tes principes en tabarouette. Là. Puis c'est un gars qui arrive de l'équipe réserve où tu avais justement des gars. Julian Hall, qui a marqué 3 buts en 2 matchs, là, du haut de ses 17 ans. Il y a 30 matchs en MLS Next Pro, 11 buts, 3 passes décidées. Puis ils ont gagné la MLS Next Pro l'an dernier, right? C'est eux, oui. Il me semble que c'est eux. Il faudrait que j'aille vérifier. Mais t'apprends... Tu sais, je reviens puis je suis rengaine. Là, je suis le vieux grincheux qui veut tout le temps une équipe de MLS Next Pro. Mais 30 matchs pour Dos Santos qui joue comme défenseur latéral. Memedi n'a pas joué, je pense, en MLS Next Pro. Lui, il est en équipe première. Lui, c'est le numéro 6 qui est devant. En même temps, il a 16 ans, mais il est bon. Il est bon correct. Mais là où je veux en venir, c'est que t'apprends ta job chez les professionnels en MLS Next Pro. Comme attaquant, tu vas chercher de la confiance. Owen Graham Roach, là, s'il y avait 30 matchs de MLS Next Pro derrière la cravate, il vaudrait-tu quelque chose de plus? Parce que là, en ce moment, là, ça, c'est un autre dossier pour... Jackson, Louis Bélangoyette puis Crépeau. Une saison FC Montréal. Une saison. Puis ils se sont fait planter une bonne partie de l'année. L'année d'après, là, Jackson, je pense que c'est l'année d'après, a 9... Premièrement, les 3, puis même Vandrel était là-dedans, ont été appelés en équipe nationale. Ça vaut ce que ça vaut, mais quand même. Jackson, 9 buts. Crépeau, on a vu ce qu'il est devenu aussi. Puis Louis Bélangoyette, cette année-là, Biello voulait le faire jouer jusqu'à temps que quelqu'un appelle en disant « Hey, je ne veux plus le revoir. » Mais il ne jurait que par Louis Bélangoyette à ce moment-là. Après une saison où il y a du rythme puis de la confiance. Mais t'as qui, après ça, dans cette équipe-là, au milieu de terrain pour les Red Bulls, par exemple? Ton Ivan Jaime, là, tu te poses pas de questions. T'as Emile Forsberg qui est là, qui est phénoménal, qui est... Quoi? Ben, parce que je vois le noyau, là, c'est ça que tu veux me dire. Mais en même temps, j'ai essayé hier de faire, tu sais, les 11 combinés. Là. Cade Cowell, à droite, on ne trippe pas. La défense centrale, c'est Justin Shea qui a été formé. Cowell, il a été bon. Hein. Moi, j'ai regardé le match contre Orlando. Il a été vraiment bon. Mon point, c'est, oui, ils sont bons parce qu'ils sont bons dans cette structure-là en ce moment.
Tu le sors puis tu le mets à Tu le mets à Cincinnati. Montréal, tu le mets à ouais. Montréal demain, là, peut-être qu'il devient Kwadjo Opoku, là, parce qu'Opoku, ça embrayait en passant au LAFC. Là. Puis en même temps aussi, c'est un cercle vicieux. Ton équipe est tirée vers le bas, tout le monde tire vers le bas, tout le monde joue mal, tout le monde joue de plus en plus mal, puis c'est un cercle vicieux. Puis inversement, il peut y avoir un cercle vertueux où tu commences à bien jouer, puis le jello pogne aussi. Mais fais-le. Les défenseurs centraux, là, Justin Shea, c'est un arrière droit. Shea ou Morales? Il a 22 ans, le gars. Oui. Puis il mesure pas 6 pieds, je pense, aussi. Mais ça revient. Puis les Red Bulls, je trouve que c'est un bon étalon de mesure parce que c'est une équipe qui a une maison mère, puis tu as des principes qui partent d'en haut, en haut, en haut. Puis là, après ça descend. Puis c'est à toi de les appliquer, comme tu disais. Là. C'est pas moi, comme coach, qui va te dire s'il faut que tu mettes le pied gauche en avant ou le pied droit. Moi, je reviens toujours à la fameuse vidéo de Thierry Henry. C'était à Foxborough, où il est constamment en train de presque jouer au PlayStation avec les joueurs. Se tourne à gauche, tourne à droite. Boyan fait le moonwalk, rentre dans la surface de réparation de côté, met le mot de passe puis essaie de marquer un but. Oui, c'est cool parce que t'entends ce que Thierry Henry, une légende, voit, mais en même temps, tu peux pas coacher de même. Là. C'est l'antithèse d'éduquer tes joueurs à se gérer eux-mêmes. Puis c'est là où les Red Bulls, je te dis, s'il y a du monde qui sont tripeux de MLS, là, puis de systèmes qui fonctionnent, allez voir la première mi-temps des Red Bulls face à Orlando au premier match. C'est phénoménal. Puis on rappelle, il y a 3 gars de 17 ans, j'ai dit 18 tantôt, de 17 ans et moins dans le 11 de départ. Je veux dire, là, on va arrêter de parler d'âge. Là. C'est l'équipe la plus jeune en moyenne en ce moment. Si on pondère avec les minutes jouées, c'est l'équipe la plus jeune. Ça doit même pas être proche. Là. 16, 17, 17. Ouais, puis les gars, ils jouent tout le match. Ouais. Ils ont 23, c'est parce que Choupo-Moting rentre aussi, fait monter. Non, mais je fais des blagues, mais non. Ah, ouais. Il y a un écart. Ça donne quoi la semaine? Moi, ça m'inquiète. Là. Ce match-là, la semaine prochaine, tu peux te faire passer sur le corps. Non, mais c'est... Qui peut prédire quoi que ce soit? Ben, si tu regardes les 2 matchs, là, tu l'as dit, moi, j'ai pas fini de regarder... Tu veux dire prédire une victoire? Là? Ben, c'est la MLS. 2, parce que si on... Voyons, n'importe qui a vu les 2 matchs, là, Montréal s'est fait marquer 2 buts à 10 contre 11. L'autre, avec 17 ans, a réussi à passer à travers de 2 équipes. Dont un match sur la route. Puis ils sont à domicile. Voyons. Au Red Bull Arena, où historiquement, puis ça, c'est weird, là, t'as jamais eu vraiment de succès. Fait que, écoute, le pourcentage, nous, dans notre reportage, on fait encore les... Ben ouais donc. Que j'adore, les win probability. Ça va être combien au début du match? 92. 92? 2, c'est le match nul. En fin de semaine, c'est 60% en faveur de Chicago. OK, ben là, ça va être 60. Ça va être 60. 20% pour la nulle, puis genre 18. Là. Je sais pas si ça mon va être compte 70, est bon, là, mais... 70-80. Hey, on parlait d'Orlando tantôt. Miami, Orlando, bataille de la Floride, 2 gardiens canadiens. Si tu top, moi, c'est quelque chose que je veux faire vivre aussi. Puis on va continuer de le regarder, puis on va peut-être continuer à en parler dans nos podcasts. Sinclair-Crépeau. Je trouve que c'est un bon débat. D'ailleurs, les deux s'aiment, puis ils sont pas nécessairement... Ils sont en compétition, mais ils ne saillissent pas pour autant. Peut-être qu'ils vont saillir à un moment donné parce que ils sont dans des équipes de la Floride, puis il va falloir qu'il y en ait un qui sorte au bout. As-tu vu le match Orlando-Miami? Il s'est fait passer en deuxième mi-temps. Ils ont été durs sur le coup franc. Le deuxième, pour ceux qui ont regardé le match, Messi marque 2 buts. En fait, Crépeau est extraordinaire en première mi-temps, puis en deuxième mi-temps, se fait passer 4 buts. En fait, Orlando se fait passer 4 buts. Il a-tu dû arrêter le coup franc, le deuxième coup franc? Tu veux la revoir. Ouais. Moi, il était pas loin. En même temps, il a tellement été extraordinaire. Oui, mais... C'est Messi qui marque. Mais on parlait des indicateurs tantôt. T'es Jesse Marsh, là. Dans ce match-là, tu prends qui? Sur l'ensemble du match? Parce que Sinclair était un peu plus trade aussi en début. Ouais, mais moi, ça s'en va vers Sinclair. Moi, qui est meilleur au pied? Non, mais tout ça... Puis moi, ce que je te dis, c'est que ça s'en va vers Sinclair. Ça va être une question de perception. Là, il joue avec Messi. Il va marcher sur l'eau... j'ai l'impression rendu à la Coupe du Monde. Question de performance. T'as raison. Il va engranger il va être dans victoire. une équipe qui gagne. C'est inquiétant. Max va être dans une équipe qui se bat beaucoup plus. Super.
puis qui perd. Fait Qui que là, se fait marquer beaucoup. fait que là, ils vont dire, OK, ben il fait des arrêts, il goal sa tête, super. Parce mais qu'il a fait il a fait un run Tugnut, c'est Crépeau, la semaine 1 contre contre les Red Bulls. Mais ce qu'ils vont se dire, c'est au final, il perd. Puis là, c'est dans... Moi, je pense que ça va jouer là-dessus. C'est plate, là. Puis, mais je pense que si c'était pas déjà décidé dans la tête de Jesse Marsh, Sinclair qui passe à Miami, puis ça m'attriste là, d'avoir ce feeling-là. Je pense que ça vient de closer le débat. Puis sur la perfo d'hier, quand même, Mais c'est parce que c'est irrelevant. Là. c'est un coin flip, c'est un... Oui. Je pense pas Puis que... rendu là, c'est la perception qui Moi, je pense que ça va être ça. Puis lequel est plus confiant, lequel est plus dans des meilleures dispositions. Là, il joue avec Messi, fait qu'il a appris plein d'affaires. Et non, mais c'est vrai. Comment échanger son maillot, comment c'est pas ça. avoir de suspension à MLS. Exactement. Bon, fait que on a-tu fini? fait le tour? Parlant de closer, là? On a un extra à faire. Oui. Pour ceux qui sont abonnés à l'extra, on va parler notamment du sondage de The Athletic. Deuxième Et partie. on fait notre fameux un ou l'autre. C'est moi qui Oui. t'envoie le défi cette semaine. Yes. Alors, j'ai hâte de voir ce que tu vas répondre. All right.